Et nous allons maintenant passer à une phase suivante de notre présentation qui est liée aux priorités que nous avons dans les mois qui viennent. Nous avons des années essentielles en ce moment, depuis plusieurs années, mais cette année 2020 a vu la poursuite et la concrétisation d'un certain nombre d'initiatives. On en a vu certaines à très court terme, comme ce qu'on a appelé le quick fix de CRR, mais il y a aussi des évolutions qui se sont poursuivies pour préparer la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Et c'est donc de cela que vont maintenant vous parler trois personnes, bien entendu toujours sous l'angle bancaire et assurantiel, en commençant par le secteur bancaire puis l'assurance. Ces trois personnes sont Marie-Cécile Duchon, Mathilde Lalaude-Labeille et Gwenella Trottin. Toutes les trois travaillent au sein de la direction des affaires internationales, dont Marie-Cécile est l'adjointe au directeur. Marie-Cécile, à vous la parole. Merci Dominique. On va directement passer au cœur du sujet avec donc une actualité réglementaire qui va demeurer très riche sur l'année 2021 en premier lieu. Et je passe directement la parole à Mathilde. Bonjour à tous. Donc, après le rappel des actions énergiques qui ont été prises pour faire face à la crise par Evelyne Massé, j'évoquerai les défis d'un point de vue réglementaire posés par la crise dans les prochains mois et les prochaines années. Dans un deuxième temps, je dirais que le calendrier réglementaire n'a pas attendu la crise pour être chargé, et je parlerai des questions posées par la mise en œuvre imminente de 2 paquets législatifs importants pris par la dernière législature européenne, CRR2 et le paquet entreprises d'investissement, IFR-IFD. Enfin, il sera question des enjeux à plus long terme posés par la nécessaire transposition en Europe de Bâle III, comme rappelé par le gouverneur. Donc, le premier enjeu réglementaire sera celui de la gestion de la crise. Nous sommes toujours au cœur de la crise, comme l'a rappelé Laurent Clerc, avec un niveau d'incertitude particulièrement élevé sur ces développements futurs et leur impact sur l'évolution de la solvabilité des entreprises. Cela soulève 2 défis principaux pour le superviseur. Le premier défi, comme l'a rappelé Evelyne Massé, c'est le suivi du risque de crédit et l'évaluation correcte de la détérioration de la qualité des actifs bancaires. Mais le deuxième défi, c'est bien, comme l'a rappelé aussi Evelyne, d'éviter l'application mécaniste de règles prudentielles qui pourraient avoir des effets procycliques. Indus. Pourquoi indus ? C'est du fait de la nature même inédite de cette crise, c'est-à-dire un arrêt total de pans entiers de l'activité, alors que la viabilité de ces activités qui ont été arrêtées, à long terme, n'a pas été mise en cause. Donc face à cet équilibre difficile à trouver, la question restera posée durant les prochains mois d'ajuster à nouveau les règles et les délais. Le calendrier de chaque mesure doit être décidé selon une approche au cas par cas. Le quick fix du CRR a déjà fixé des dates d'expiration pour la plupart des mesures, souvent avec des périodes de retrait progressif pour éviter les phénomènes de cliff effect, d'effet falaise. Par exemple, pour les mesures de lissage concernant IFRS 9. Pour les autres mesures, les superviseurs devront éventuellement décider dans les semaines ou mois à venir si elles doivent être prolongées ou non. C'est le cas des recommandations sur les distributions sur lesquelles je ne reviendrai pas. C'est le cas aussi pour l'exclusion des réserves de Banque centrale du ratio de levier, qui expire plus tard, en juin 2021. Au final, le cadre devrait offrir une flexibilité suffisante aux banques et aux autorités de contrôle pour faire face à la crise et absorber le choc. Cependant, il est de notre responsabilité en tant que régulateurs et superviseurs de nous tenir prêts à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire pour prévenir ce risque de désendettement dont a parlé Evelyne. En ce qui concerne les coussins, dont Evelyne a rappelé le caractère très puissant pour absorber les chocs, la BCE a déjà clairement indiqué qu'elle n'obligera pas les banques à commencer à reconstituer leurs coussins de fonds propres avant que le pic d'épuisement des fonds propres ne soit atteint.
Au minimum, la BCE s'engage à permettre aux banques d'opérer en dessous du P2G et de l'exigence de coussins combinés jusqu'au moins fin 2022 et en dessous du LCR au moins jusqu'à fin 2021, sans déclencher automatiquement des mesures de surveillance. Ce calendrier indicatif sera mis à jour si nécessaire. C'est un message clé pour les banques qu'a rappelé le gouverneur. Elles doivent être convaincues que les superviseurs leur laisseront suffisamment de temps pour reconstituer leurs coussins, tout en demandant aux banques de communiquer clairement à leurs superviseurs leur trajectoire de capital. En tout état de cause, cette crise de grande ampleur, la première survenue depuis 2008, a montré que les réformes de Bâle III menées depuis la crise financière ont permis aux acteurs d'entrer plus fort dans la crise. Et l'introduction du deuxième acte de ces réformes Bâle III, c'est-à-dire le NSFR, le ratio de levier, l'exigence de TILAC, est l'objet principal de CRR2, CRD5. Et donc avant même la crise Covid, l'année 2021 avait déjà vocation à être une année de changement et de transition pour les banques, avec l'entrée en application pleine de CRR2, CRD5, et pour les entreprises d'investissement, l'entrée en application du paquet entreprises d'investissement. C'est le deuxième enjeu réglementaire que j'évoquerai maintenant. Je ne ferai que citer pour mémoire les principaux changements opérés par CRR2, CRD5. Outre l'introduction des ratios bâlois dont j'ai déjà parlé, il y a des précisions apportées sur le pilier 2, sur les dispositions macroprudentielles, le régime grand risque, entre autres. J'insisterai surtout sur les aspects liés à la mise en œuvre de ce paquet législatif important. Tout d'abord, je rappellerai les 3 modifications du périmètre de surveillance qui appellent des actions de la part des assujettis. Alors, par ordre de calendrier, tout d'abord la procédure d'agrément que doivent suivre les entreprises d'investissement dites de classe 1, qui deviennent établissements de crédit, le superviseur devant instruire ses demandes d'agrément avant le 26 juin 2021, date d'entrée en application d'IFD. Deuxièmement, les compagnies financières holding qui doivent solliciter une approbation auprès de l'autorité compétente, au plus tard le 28 juin 2021 pour les existantes. L'objectif avec cette nouvelle exigence étant de permettre un suivi consolidé, direct au niveau de la CFH. La CRD5 crée enfin l'obligation de mettre en place, avec une période transitoire plus longue, de 3 ans à compter de l'entrée en application de CRD, une entreprise mère intermédiaire pour les groupes bancaires de pays tiers importants, afin de faciliter leur supervision. Les établissements de crédit devront également déterminer l'opportunité de solliciter auprès de la CPR la qualification de petits établissements non complexes, en fonction de critères de seuil de bilan et de critères qualitatifs, qui entraînent des exigences allégées. Par exemple, pour le NSFR, ces établissements pourraient, sur autorisation du superviseur, être soumis à un NSFR simplifié, avec des obligations de transparence et de reporting allégées à la clé. Outre ces actions qui sont à entreprendre par les établissements, la mise en œuvre de CRR2 et de CRD5 passe par l'adoption d'un certain nombre de textes d'application, que ce soit au niveau du mécanisme de supervision unique, le MSU, de l'ABE ou au niveau national. 3 processus auxquels la CPR participe activement, donc sur lesquels je reviendrai un peu plus en détail. Donc tout d'abord au niveau du MSU. Nous avons participé à la révision en cours des textes du MSU relatifs aux options nationales et discrétions, s'appliquant aux établissements significatifs et moins significatifs. Comme vous le savez, malgré le principe du livre unique, le Single Rule Book, les options et discrétions du superviseur restent nombreuses. Donc le calendrier d'adoption du guide pour les SI et des orientations pour les LSI des OND révisés prévoit une phase de consultation début 2021 à laquelle il sera important de participer. Parmi ces nouvelles discrétions ou les discrétions révisées suite à CRR2, CRD5, qui pourront nécessiter des actions de la part des établissements, signalons celle sur l'exemption de l'application du NSFR au niveau solo, puisque la dérogation prévue par l'article 8 a été réécrite pour distinguer les composantes LCR, NSFR et reporting. Il y aura également l'option relative aux flux interdépendants du NSFR, et enfin celle sur l'identification des établissements publics de développement qui peuvent être exclus du levier. Outre ces travaux MSU, il y a également un important travail d'élaboration des standards techniques au niveau de l'ABE, dont la CPR est partie prenante. Il y en a plus de 100 en cours d'élaboration, si on n'inclut pas seulement le paquet bancaire, mais également BRRD et le paquet IFR-IFD.
Donc tout d'abord, un certain nombre de standards importants ont déjà été publiés. Donc, je citerai par exemple ceux relatifs à l'approche FRTB, la revue fondamentale du risque de marché, en vue de la prochaine entrée en vigueur des obligations de reporting selon l'approche standard prévue par CRR2. Au titre des standards à venir, plus tard en 2021, je signale à votre attention les projets de standards techniques relatifs au risque de taux dans le portefeuille bancaire, le risque IRRBB. Ces mandats visant notamment à préciser les approches standards et standards simplifiés et définir différents points que les établissements devront prendre en compte en matière de précision des scénarios de choc de taux ou des hypothèses de modélisation. Et nous veillons dans l'écriture de ces textes au respect de l'intention du législateur dans CRD5, à savoir préserver la flexibilité propre au pilier 2 pour ce risque, et la primauté des modèles internes des banques, sans encadrement a priori des hypothèses comportementales. Et nous vous invitons à participer aux consultations publiques en temps venu. J'ai dit que nous participions aux travaux menés au niveau MSU et ABE. Pour ce qui est des travaux de transposition en droit national de la directive, nous participons également aux travaux de modification des textes français menés par le Trésor. La transposition de la CRD5 viendra impacter à la fois le Code monétaire et financier dans ses dispositions législatives et réglementaires et les arrêtés cités ici. Les textes sont en cours de finalisation et seront publiés début 2021. Nous avons particulièrement œuvré à la révision de l'arrêté du 3 novembre relatif au contrôle interne. Cette révision a pour but de tenir compte de l'évolution de l'environnement réglementaire international avec les principes bâlois dits BCBS 239. Au niveau européen, bien sûr, la transposition des nouvelles dispositions CRD5 relatives aux rémunérations et la prise en compte d'orientations de l'autorité bancaire européenne relative à l'externalisation de 2018. Il a fallu également aménager l'arrêté pour tenir compte au niveau français de la création d'un arrêté consacré à la lutte anti-blanchiment et tenir compte également de certaines pratiques de place en reconnaissant plus explicitement les trois niveaux de contrôle interne ou en intégrant de nouvelles définitions comme celle de l'appétit au risque. 2021 sera également l'année de la mise en œuvre du paquet entreprises d'investissement. Il s'agit là d'une autre réforme importante qui a pour but de soumettre les entreprises d'investissement qui ne sont pas d'importance systémique, de classe 2 et 3, à des exigences adaptées à leur taille et à la nature de leur activité, mais suffisamment strictes pour ne pas compromettre la stabilité des marchés financiers de l'Union européenne. Donc IFR-IFD modifie la réglementation actuelle des EI sur de nombreux thèmes pour les EI de classe 2 et 3, que je ne détaillerai pas ici. J'insisterai sur les travaux menés par l'EBA, avec des standards réglementaires EBA dits de phase 1 qui sont presque achevés après une phase de consultation publique au printemps dernier et qui seront publiés fin décembre 2020. Ils viennent préciser les modes de calcul des frais fixes et des facteurs K, le mode de calcul de la méthode de la consolidation prudentielle. Nous avons été attentifs, comme au moment des négociations, aux problématiques de concurrence, nous attachant au principe d'appliquer aux mêmes activités les mêmes règles, qu'elles soient conduites par une banque ou une EI. Les livrables réglementaires dits de phase 2 sont en cours d'élaboration et seront soumis à consultation publique, qu'il s'agisse des précisions apportées au pilier 2, aux exigences de liquidité ou de transparence. Au-delà de la mise en œuvre des réformes réglementaires qui étaient enclenchées depuis longtemps, s'agissant de CRR2 ou d'IFR, j'évoquerai brièvement le fait qu'il convient que les banques se préparent également à la mise en œuvre du Quick Fix MiFID, qui a été également pris sous l'aiguillon de la crise et qui vient modifier le traitement prudentiel de la titrisation. L'objet de ce deuxième Quick Fix est en outre de faciliter en effet l'utilisation de la titrisation, vue comme un outil permettant d'améliorer le financement de l'économie tout en allégeant les bilans des banques. Deux outils seront proposés au sein de ce Quick Fix. Aménager un traitement prudentiel spécifique pour les titrisations de NPL, de prêts non performants, en s'appuyant sur la décision bâloise qui a été publiée hier. Il s'agira aussi d'étendre le cadre simple, transparent et standardisé, le cadre STS, aux titrisations synthétiques au bilan.
Les discussions sur ce texte sont en cours de finalisation en vue de finaliser le texte avant la fin de l'année. À plus long terme, comme l'a rappelé le gouverneur, il convient de garder une vision prospective, notamment s'agissant du chantier important de la transposition de Bâle III dans l'Union européenne. Les travaux sur la mise en œuvre de Bâle III ont repris. La Commission vise une publication de sa proposition législative, normalement au premier trimestre 2021. Dans cette perspective, la Commission a adressé cet été à l'ABE un call for advice additionnel à échéance de fin novembre 2020, dont le but est d'actualiser l'étude d'impact de 2019, l'étude d'impact portant sur la mise en œuvre de Bâle III, et qui accompagnera sa proposition législative. Le but dans ce call for advice additionnel est de prendre en compte les effets de la crise du Covid-19 sur les impacts qui avaient déjà été calculés en 2019. Nul besoin de souligner la difficulté de cet exercice, qui est celui d'évaluer dans quel sens les prévisions qu'on peut faire des effets de la crise viennent modifier, impacter les prévisions qu'on avait précédemment faites des impacts de Bâle III. Soulignons tout de même à ce sujet qu'en tout état de cause, les accords de 2017 prévoyaient dès le départ une longue période de transition qui est prévue désormais avec le report de Bâle III rappelé précédemment par le gouverneur pour intervenir entre 2023 et 2028, avec donc un plein effet de Bâle III en 2028. Au-delà de notre attachement souligné par le gouverneur en introduction à préserver un cadre qui a prouvé son utilité et sa pertinence, notre conviction est que l'accord permettra de renforcer la crédibilité du système bancaire européen, un objectif qui surpasse à nos yeux les gains de fonds propres immédiats que peuvent permettre des déviations bâloises. Les enjeux français de la transposition de Bâle III dans l'Union européenne seront multiples. Tout d'abord, la CPR défend une application de l'output floor qui respecte l'esprit de l'accord, à savoir une application au plus haut niveau de consolidation et sans redondance avec les coussins spécifiques de l'Union européenne et le pilier 2. Deuxièmement, la CPR défend l'équilibre qui a été finalement trouvé en 2017 entre d'une part une réduction de l'agressivité des modèles internes et d'autre part la préservation de la sensibilité au risque, cet équilibre étant considéré comme globalement satisfaisant. Sur un plan plus national, l'accord final conforte notre modèle de crédit immobilier en ce qu'il est constitué pour une large partie de crédits cautionnés, avec la possibilité, sous condition, de traiter les crédits immobiliers résidentiels cautionnés comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier. Il est possible que comme lors de la négociation de CRR2, certains de nos partenaires s'efforcent d'insuffler plus de proportionnalité. Tout en étant ouverts à cette possibilité, nous mettrons également en avant la nécessité de respecter la logique que j'ai rappelée pour les entreprises d'investissement, de mêmes activités, mêmes risques, mêmes règles. Pour conclure cette partie sur les enjeux réglementaires bancaires, je dirais que la crise a mis selon nous en lumière la nécessité de parachever la mise en œuvre d'une part et d'autre part la finalisation du cadre Bâle III. Cela étant dit, la présente crise, dont l'impact sur les bilans bancaires est loin d'être définitif, sera aussi un test dont il faudra tirer les leçons, d'abord et avant tout dans l'enceinte bâloise. Merci. Merci, et nous passons sans transition à l'autre bloc très important de réforme qui est en cours de discussion à l'EIOPA et qui va bientôt arriver sur la table de la Commission, avec donc le volet assurance. C'est Gwenola Trottin qui nous présente ces aspects. Merci. Je vais donc vous parler d'un des gros chantiers du moment dans l'actualité réglementaire assurance, qui est la revue 2020 de Solvabilité 2. Cette revue était bien prévue par la directive, donc cette clause de revue était écrite dans la directive et elle était prévue comme telle avant même l'entrée en vigueur de la directive, ainsi que d'ailleurs que la revue 2018 du règlement délégué de Solvabilité 2. Elle devait porter au moins sur les mesures du paquet branche longue qui avaient été introduites juste avant l'entrée en application de Solvabilité 2. Mais la Commission européenne a décidé, dans sa demande d'avis à l'EIOPA en février 2019, de couvrir un spectre plus large de sujets pour cette revue, touchant notamment tous les piliers de Solvabilité 2.
Donc la réponse de l'EIOPA était prévue pour juin 2020 et il a été décidé d'un commun accord entre l'EIOPA et la Commission européenne que cet avis soit décalé au mois de décembre. Il sera donc envoyé là dans les semaines et jours qui viennent par l'EIOPA à la Commission pour tenir compte des premiers effets de la crise Covid sur les marchés financiers dans les études d'impact rendues par l'EIOPA à la Commission. Donc les prochaines étapes sont l'avis EIOPA en décembre, incessamment sous peu, puis des propositions d'amendement à la directive de la part de la Commission courant 2021. Et pour ce qui est des étapes suivantes, si on est certain du fait qu'elles aient lieu, il y a un peu plus d'incertitude sur le calendrier, mais on peut viser une entrée en application de ces amendements aux alentours de 2025 ou 2026. Donc la demande d'avis de la Commission européenne à l'EIOPA couvrait tous les champs de solvabilité 2 et même un peu plus, puisque comprenait par exemple des éléments sur les fonds de garantie en assurance qui ne font pas proprement parler partie de solvabilité 2, mais pour lesquels la Commission européenne voulait profiter du véhicule législatif. Pour autant, cette demande d'avis ne remettait pas en cause les fondements de solvabilité 2, que sont l'approche par les risques, les 3 piliers, la constitution d'un bilan prudentiel et la prise en compte de la valeur de marché des actifs. Donc, en gardant ces fondamentaux, un certain nombre de sujets a pour autant été rouvert. Donc, l'avis de l'EIOPA se basera sur 3 études d'impact, sur les données 2018, les données 2019 et sur les données de juin 2020, comme dit tout à l'heure, pour tenir compte des premiers effets de la crise Covid. Alors, les propositions de l'EIOPA ont évolué entre ces 3 collectes de données et ces 3 études d'impact, justement pour tenir compte des résultats des études d'impact précédentes. Et l'avis EIOPA tiendra bien sûr compte également des résultats des 2 consultations publiques qu'elle a menées en septembre 2019 sur les fonds de garantie et le reporting et début 2020 sur tous les autres sujets. Alors, les objectifs de la CPR pour cette revue s'articulent autour de 3 axes. Le premier étant lié à l'observation du fait que le marché de l'assurance en Europe et en France en particulier, est solide et comme la crise actuelle l'a notamment démontré, et que cette revue ne devrait pas s'accompagner d'une exigence globale des fonds propres. Alors pour autant, ces exigences de fonds propres doivent être ajustées pour tenir compte du nouvel environnement, en particulier du nouvel environnement de taux sur les marchés, mais s'accompagner mais être globalement neutre en exigence de capital. Le deuxième axe d'objectif pour la CPR est l'axe de la simplification et de l'équité de traitement. Car si Solvabilité 2 a été une étape bien sûr essentielle dans l'harmonisation des régimes prudentiels assurance en Europe, on considère qu'il y a encore un peu de chemin à faire sur une harmonisation complète de la lecture de la directive. Et Solvabilité 2 s'est bien sûr accompagné également d'une petite couche de complexification supplémentaire qui doit pouvoir s'accompagner d'une mise en œuvre proportionnée pour que les indicateurs prudentiels restent les plus lisibles et comparables possibles. Le troisième axe d'objectif pour la CPR est lié à plusieurs cas de défaillance d'acteurs européens assurant des assurés sur le territoire français, observés au cours des dernières années, notamment en assurance construction. Et il nous semble important que les activités menées de manière transfrontalière soient encadrées par une réglementation plus précise et adaptée aux dernières observations. Pour ce qui concerne le premier axe d'objectif, l'avis EIOPA comprendra 2 mesures qui nous semblent prudentiellement fondées. La première visant à tenir compte des taux négatifs dans les exigences de capital en formule standard, et la deuxième visant à assurer une meilleure adéquation entre la courbe des taux sans risque utilisée pour l'actualisation des passifs, comme évoqué tout à l'heure par Raphaël Gourand, et les données effectivement observées sur les marchés.
Alors, si ces mesures nous semblent prudentiellement fondées, pour autant, elles s'accompagneront toutes les deux d'une augmentation des exigences de capital. Et elles doivent donc être accompagnées de deux éléments. Le premier, c'est une mise en œuvre progressive pour laisser le temps aux assureurs d'adapter leur modèle à ces mesures. Et le deuxième est un rééquilibrage à l'aide d'autres mesures que je vais présenter ici. Alors, sans les citer toutes, je vais en citer 3. Des mesures sur la correction pour volatilité, qui a donc déjà été citée par Raphaël tout à l'heure, qui est le principal outil contracyclique de Solvabilité 2, et qui peut encore, dont on a vu la pertinence et l'utilité notamment au cours de cette crise, mais qui peut encore être renforcée. Alors renforcée de deux manières. La première, en corrigeant certains effets de surdéclenchement ou sous-déclenchement observés sur certains marchés européens au cours des dernières années, enfin, depuis la mise en œuvre de Solvabilité 2, mais tout en s'accompagnant d'une augmentation globale de cet outil pour augmenter encore sa capacité contracyclique dans le bilan de Solvabilité 2. La deuxième mesure que je mentionnerai est la mesure introduite par la revue 2018 de Solvabilité 2 sur l'investissement de long terme et dont les critères doivent pouvoir être étendus pour que cette mesure puisse être plus massivement utilisée par les assureurs. La troisième est la marge de risque, qui a déjà fait l'objet de travaux, mais dont on pense que sa diminution doit pouvoir être plus effective pour les engagements de long terme. Pour ce qui concerne la simplification et l'équité de traitement, il nous semble important que la simplification concerne à la fois le pilier 1 quantitatif et le pilier 3 sur le reporting. Il nous semble que ces deux éléments méritent des travaux de réflexion quant à une éventuelle simplification. Et pour ce qui est de l'application proportionnée du cadre Solvabilité 2, il y a deux éléments. Il y a l'élément de l'exemption au cadre de Solvabilité 2 et l'élément d'une application proportionnée du cadre. Dans les deux cas, il nous semble extrêmement important que les critères qui président à leur mise en œuvre soient à la fois simples, lisibles, à la fois pour les assureurs et pour les superviseurs. Par ailleurs, je citerai une mesure de proportionnalité qui nous semble importante parce qu'elle concerne un élément essentiel du bilan prudentiel qui est le calcul stochastique, donc élément essentiel principalement en assurance vie, et qui nous semble à la fois donc essentiel comme je viens de le dire, mais aussi apportant un peu de complexité et qui doit pouvoir faire l'objet de mesures de proportionnalité. Ça nous semble important partout en Europe. Pour le troisième axe d'objectif que je citais, nous pensons que la protection d'un assuré ne peut pas dépendre de la nationalité de son assureur. Et pour cela, les régimes de rétablissement et de résolution qui existent déjà en France doivent être étendus à tous les pays européens. Et en cas de défaillance, les fonds de garantie du pays de l'assureur doivent pouvoir indemniser les assurés selon les règles en vigueur dans leur propre pays. Ça nous semble important pour que la protection des assurés soit totale. Voilà pour cette présentation de la revue 2020 de Solvabilité 2. Merci beaucoup Gwenola, et merci également à Mathilde pour ce panorama très accompli de ce qui est en train de se passer à la table des négociations. Ça prouve qu'on a un agenda qui est très chargé. Alors nous arrivons au terme de ces premières présentations de la matinée.